Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras, afortunadamente. Otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. El 13 de febrero de 1933, en Grecia, nace Constantino Gavras, conocido como Costa Gavras. Su padre, que había sido miembro de la resistencia griega durante la Segunda Guerra Mundial, es acusado de ser comunista y encarcelado. Los antecedentes de su padre le impiden ingresar a la universidad. A principios de la década del 50, Costa Gavras viaja a Francia en busca de nuevos horizontes. Allí estudia cine, comienza a trabajar como asistente de dirección y logra estrenar su primera película. Zeta, protagonizada por el actor francés Jean-Louis Trintignant, es su segundo largometraje. Este thriller, que narra los hechos que rodean el asesinato de un líder político durante la dictadura griega, obtiene 2 premios Oscar y el premio del jurado en el Festival de Cannes. A partir de ese momento instala un sello propio. En sus películas realiza una constante denuncia sobre los estados totalitarios y los abusos de poder en distintas épocas y lugares del mundo. Algunas de estas historias se desarrollan en Latinoamérica, como Estado de Sitio, film situado en el Uruguay de los años 70, y Desaparecido, en el que narra la historia de un joven periodista norteamericano que desaparece tras el golpe de Estado de 1973 en Chile. Atención, es la hora del toque de queda. Despejar la calle enseguida. Vuelvan todos a sus casas. A fines de los años 80 comienza a abordar los aspectos más siniestros del entorno cotidiano, retratando el racismo latente en la sociedad norteamericana y la historia de un grupo de ancianos que resultan ser genocidas nazis. Su última película, realizada en el año 2008, es Edén al Oeste. El cine de Costa Gavras es un claro y preciso testimonio de las principales convulsiones históricas del siglo XX. Sus películas han generado numerosas controversias de resonancia mundial. On peut dire que vous faites un cinéma d'opinion, au contraire de ce cinéma vide avec beaucoup d'effets spéciaux. Hein. Mais ça aussi, c'est une opinion. Un cinéma vide, c'est aussi une opinion. Mais on peut dire que vous faites un cinéma d'opinion. Par exemple, je crois que dans vos films, vous êtes... vous faites des réflexions sur le pouvoir, non? Sur le pouvoir, sur la société. Je pense que le pouvoir, c'est quelque chose que nous avons tous. Nous l'utilisons tous. Le pouvoir qu'on a sur nos enfants, sur nos employés, sur notre femme, c'est un pouvoir, finalement.
Alors évidemment, le pouvoir monte quand il devient important quand c'est le pouvoir politique. Quand ce sont des hommes qui s'occupent de nos vies. Donc c'est ça, je pense, qui est important d'explorer de temps en temps. Dans un esprit, disons, pas seulement de polémique, mais aussi dans un esprit d'exploration, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir pourquoi et comment ces gens réagissent comme ça. Il y a une différence entre un pouvoir clair, manifeste, par exemple le pouvoir du nazisme ou des dictatures sud-américaines que vous avez occupé dans le cinéma. Mais il y a une différence avec ce pouvoir actuel, que c'est un pouvoir subtil, non? Un pouvoir d'un système économique, social qui est hégémonique et qui impose, non, ses lois. C'est le pouvoir vers lequel nous tentons, on tente la société aujourd'hui. On a abouti finalement, après avoir exploré toutes sortes de pouvoirs, notamment les pouvoirs dictatoriaux, les pouvoirs militaires et tout. Aujourd'hui, on a affiné, on peut dire, les moyens d'intervention énormément, notamment les grandes forces. Et la plus grande force du monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. Force économique, force militaire, force culturelle, je dirais, puisqu'elle impose sa culture un peu partout, par les moyens économiques et par les moyens pas militaires dans le sens de la force, mais militaires dans le sens de la présence militaire. Donc, on peut dire qu'il y a d'une certaine manière le pouvoir absolu aujourd'hui. Et je pense qu'elle a affiné davantage ses moyens d'intervention par un nouveau pouvoir qui est le FMI. Et vous, les Argentins, vous le connaissez très bien. Qu'est-ce que c'est le rôle de la culture dans ce monde d'aujourd'hui? Mais la culture, moi je pense que c'est l'arme la plus déterminante, c'est la culture. La plus déterminante. La culture et l'éducation, les deux à la fois. Je pense même que c'est difficile à séparer. Oui, parce que les gens prennent conscience à travers la culture et l'éducation de ce que la situation qui les entoure, de ce que sont les besoins, leurs propres besoins et les besoins des autres. Et ils essayent de trouver des solutions par rapport à ces besoins communs. Vous comprenez? Moi, je pense qu'on tend de plus en plus vers une société où la quantité des biens, c'est plus important que la qualité de la vie. Et les gens veulent avoir de plus. Et ça, c'est une culture imposée. Une culture d'une sorte de capitalisme agressif. Tout le monde ne peut pas avoir des piscines, donc il faut trouver un moyen pour qu'on crée une meilleure vie, peut-être avec moins de piscines, avec moins de Mercedes. Vous venez de faire un film polémique, non? Avec la substance, non? C'est Amen, non? Amen. Que c'est une critique à l'Église catholique pour sa conduite pendant le nazisme. Non, pour moi, le film, ça n'est pas une critique sur l'Église catholique. D'abord, l'Église, quand on dit l'Église, on a tendance à inclure tous les chrétiens, toutes les églises, tous les prélats. Non, il y a eu des prélats qui ont été contre le nazisme. Il y en a même qui l'ont payé avec leur vie. Tandis qu'il y a des prélats qui ont collaboré. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le Vatican, qui est l'Église centralisée, qui est le pouvoir de l'Église catholique, lui n'a pas du tout condamné ni réagi contre le nazisme et l'antisémitisme. Mais le film n'est pas uniquement sur cela. Le film, ce n'est pas une critique. Le film, c'est une réflexion sur la résistance. Il y a deux personnages dans le film. L'un est un officier allemand, l'autre est un prêtre catholique, qui tous les deux, de l'intérieur du système dans lequel ils vivent, ils s'aperçoivent les aspects horriblement négatifs de ces systèmes et ils commencent à le critiquer et ils commencent à résister, en fait, essentiellement. Bon, les nazis, par exemple, ils apprennent tous les deux qu'on extermine les juifs dans les camps de concentration. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à avertir tout le monde pour qu'on fasse quelque chose, pour qu'on agisse contre ça. Ils réagissent d'abord leurs proches et surtout leurs églises, l'un est protestant, l'autre est catholique, et leurs églises, que ce soit la protestante et que ce soit la catholique, se taisent, ne réagissent pas, ne prennent pas position contre le nazisme. Voilà. Mais essentiellement, au-delà d'être un film de critique, c'est plus
je dirais, un film de glorification. De glorification. Voilà, de la résistance. Parce que je pense que il faut résister. Voilà. Il faut résister à l'injustice, il faut résister contre l'injustice, contre la répression, contre ce qui nous semble inacceptable. Et résister parfois, même en risquant sa vie. C'est ce que font les deux personnages du film. Mais il est vrai aussi que beaucoup de gens n'ont pas voulu voir ça au film, ils ont vu seulement l'aspect critique contre le Vatican, contre Pie XII. On ne peut pas dire une critique contre le Vatican, parce que le Pie XI, lui, il s'est très bien comporté. Lui, il avait condamné le nazisme. C'est Pie XII qui n'a pas condamné le nazisme. Mais souvent, on a dit que c'est un film contre l'Église. Oui, c'était la meilleure façon de le condamner tout le film, sans entrer dans les détails. Et c'est là pour défendre Pie XII, qui était, à mon avis, un pape qui n'a pas réagi au moment où il fallait réagir. Il n'a pas fait son devoir de chrétien et ses devoirs de chef chrétien. Dans votre film, on voit, non, quand les nazis prennent des gens pour les porter à la mort ou parce que de ça, succès dans le Vatican, on peut le voir à travers des fenêtres, non? En fait, ce qui s'est passé vraiment à Rome, oui, c'est qu'on a fait une rafle des Juifs, oui, et la rafle, puisque les Juifs vivent très près du Vatican, oui, et on dit même que le pape de ses fenêtres pouvait très bien voir, oui, la machine allemande qui arrêtait les Juifs, et qui n'a pas du tout réagi. La polémique de l'affiche de Toscani a aidé le film ou était une situation que ne vous a... Non, mais je pense qu'il y a une polémique là qui était une polémique plutôt vulgaire de la part... D'ailleurs, la polémique a été lancée essentiellement par l'extrême droite en France, par par les gens de Le Pen. Et je pense que c'était des mauvaises polémiques, celles-là. C'était une polémique autour de l'emballage, je dirais, plutôt qu'autour du contenu du film. Que non sur le film. Ouais. Mais c'était un moyen pour beaucoup d'attaquer indirectement le film. Oui. Voilà. Non, je pense que c'était une mauvaise polémique. D'ailleurs, c'était une polémique en France, parce que la même polémique n'a pas eu lieu en Italie, n'a pas eu lieu en Belgique, et d'autres pays catholiques n'ont pas réagi comme ils ont réagi ici les extrémistes catholiques. Je pense qu'une des victimes de la mondialisation, c'est le cinéma européen. Non? Parce que la diffusion qu'auparavant avait le cinéma français et le cinéma italien était très supérieure à ce qu'il y a aujourd'hui. Non? Et ma génération a joué du cinéma européen. Mais aujourd'hui, sont déplacés par le cinéma des États-Unis. Non? Le chaîne de diffusion, de distribution, privilège absolument le film des États-Unis. Non? Vous êtes d'accord? Oui, ça c'est absolument sûr. Le cinéma américain, comme je le disais tout à l'heure, s'est imposé culturellement de plus en plus dans les pays. Mais le problème n'est pas seulement du côté du cinéma américain. Le problème est aussi du côté des gouvernements européens et des gouvernements latino-américains. Oui, sûrement. Moi, je ne pense pas qu'un pays puisse avoir son cinéma national en se limitant uniquement sur les résultats commerciaux de ce cinéma. Je pense que, comme à la France, un cinéma national qui puisse exister, il faut qu'il ait une aide très forte et très volontaire de l'État. C'est pour ça qu'en France, on a commencé à parler de l'exception culturelle. C'est qu'il a été condamné par beaucoup de gens, etc. Mais l'exception culturelle, c'est quoi? L'exception culturelle, c'est trouver des lois qui puissent permettre à ce que l'identité culturelle de chaque pays puisse survivre dans cette espèce de déferlement qu'est la mondialisation, qui est la monoculture, qui est imposée, comme on disait tout à l'heure,
par l'économie, par les moyens militaires, par les moyens politiques, par les Américains. C'est la pensée unique, non? C'est la pensée unique. Et bon, on parle du cinéma, mais il n'y a pas que le cinéma, il y a la télévision. Regardez aux télévisions mondiales la quantité d'émissions américaines qu'il y a et la quantité d'émissions nationales. C'est pour ça qu'en France, on a dit qu'il faut qu'il y ait 50%, plus ou moins, des émissions nationales et européennes, et les autres peuvent être américaines ou autres. Parce que si on ne défend pas la culture nationale, les images nationales, j'ai un ami brésilien qui disait, si on n'a pas sa propre télévision et son propre cinéma, c'est comme si on vivait dans une maison où on n'a pas un miroir. Donc on ne se voit pas dans son miroir. Ah, on n'a pas le miroir. Hein? Voilà. Ça, c'est une si belle phrase. Exactement. Si on ne se voit pas dans son propre miroir, et on se voit à travers d'autres miroirs des autres. Oui. Donc il est essentiel. Ça, comme ça. Et cette idée où il faut que, disons, Hollywood fasse du spectacle pour le monde entier et que le reste du monde fasse sa spécialité, la viande pour l'Argentine, le fromage et le vin pour la France, c'est ça la globalisation. Donc c'est contre ça qu'il faut se battre. Oui. Mais il est vrai aussi que le commerce et l'échange avec la culture argentine, grecque, américaine, c'est absolument nécessaire. C'est même un enrichissement, à une condition, à ce que la culture argentine, grecque, française puisse survivre et se développer entièrement, au lieu qu'elle soit entravée par, comme vous disiez, pour le cinéma ou pour la télévision, par l'imposition, quasiment l'occupation, je dirais, des circuits télévisuels ou des circuits de cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui, les circuits des cinémas ils sont complètement pris par les Américains. Mais ce n'est pas de leur faute, hein. C'est aussi de la faute des distributeurs nationaux. Parce qu'eux, ils acceptent. Et ils acceptent de se vendre. Il n'y a pas, eux, la résistance, comme nous disons. Ils ne résistent pas assez, exactement. Exactement. Ah oui. C'est ça le sens de la résistance. Alors, pour en revenir au film, puisque vous en avez parlé, il y a un autre thème dans le film qui, pour moi, est très important, c'est le silence. C'est le silence ou l'indifférence face aux autres. Voilà. Et l'exemple a toujours été donné. Regardez ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Il y a des drames. Le continent, entre le sida, entre la corruption, entre les guerres civiles, etc., est en train de se détruire complètement. Et il y a une différence totale de pouvoir politique, et je dirais des pouvoirs religieux du monde. Il y en a qui ont tout, et qui veulent avoir de plus en plus, en le prenant. De plus en plus, oui. Et ça, c'est le devoir de la culture, de montrer, là, d'être sensible à ces tragédies. Moi, je crois que la culture... Vous faites ça, cinéma? La culture... Écoutez, moi, je viens de la tradition de la tragédie grecque. Ah oui, la tragédie grecque, c'était la première qui a fustigé, qui a parlé des pouvoirs, que ce soit politique, ou que ce soit les pouvoirs psychologiques, où il a exploré le monde de cette époque-là. Vous savez, c'était un enfant de la Grèce. Je suis né en Grèce et je suis venu en France pour faire des études à l'université. Et je suis resté, oui. Parce que j'ai trouvé un terrain où on pouvait travailler plus facilement, où les conditions de vie, de liberté, je suis arrivé fin des années 50, les conditions de vie et de liberté étaient bien supérieures que celles qu'on avait à l'époque en Grèce, où on avait un régime très autoritaire et très... Oui, des colonels. Non, ce n'était pas les colonels. Non, c'était une pseudo-démocratie imposée le lendemain de la guerre civile. C'était une autre forme de colonel. Une autre. Qu'est-ce que vous pensez de Hollywood aujourd'hui? Oui, vous faites bien de dire aujourd'hui, parce que Hollywood a produit quand même des œuvres très importantes au cinéma, tout le temps. Le cinéma, la musique, la littérature, etc. Aujourd'hui, il est... Je dis que je pense. Je pense que Hollywood, aujourd'hui, presque tous les films sont vides d'idées, non? Et les idées ont été remplacées pour les effets spéciaux. Non? Oui, peut-être pas tous les films. Mais ça n'est pas naïf, non? Ça a à voir avec ce que nous
avons parlé, non? Sur la pensée unique, non? Oui. Sur le besoin de ce système d'établir un certain citoyen, non? Que ne pense, que ne comprend pas, que ne résiste pas. Oui, et parce que le Hollywood d'aujourd'hui, il est entre les mains des financiers. Ça n'est plus des créateurs producteurs, comme il y en a eu, ou des créateurs, metteurs en scène, écrivains, etc., qui ont le pouvoir. Ce sont les financiers. Alors les financiers, chaque fois, ils veulent de moins en moins de contenu et de plus en plus d'effets, d'apparence. C'est-à-dire les effets spéciaux, comme vous disiez, l'action, la violence, tout ce qui a attrait qui n'a aucun attrait plutôt à la culture, qui est de la sous-culture, mais qui malheureusement attire beaucoup de gens, et surtout beaucoup de gens qui n'ont pas une grande éducation. Vous avez filmé aux États-Unis? Oui, je fais des films aux États-Unis, oui. Oui. Comment a été l'expérience et la différence entre faire un film aux États-Unis et faire la France? Non, pour moi, c'était les États-Unis, c'est une très bonne expérience, mais il faut faire les films, à mon avis, à une certaine condition. Ah oui. La première condition, c'est de ne pas essayer de faire des films comme les Américains. Moi, je fais les films américains avec mes équipes françaises que j'ai amenées là-bas. Ah oui. Ensuite, je fais toute la post-production ici. Et aussi, je ne fais que des sujets qui m'intéressaient. Je n'ai pas fait des sujets que les Américains me proposaient, par exemple. Et j'ai toujours essayé d'avoir le contrôle du choix des acteurs, le contrôle du scénario et le contrôle du montage. Je pense que si on n'a pas ça, c'est très dangereux de faire un film aux États-Unis. Nous pouvons retourner à Missing, à un tas de sièges, ce que sont été vos films latino-américains, nous pouvons dire, non? Dans une époque d'autoritarisme clair, franc. Non? Comment vous vous rappelez de ce film et de ces expériences? Ah, mais c'est des expériences formidables parce que le Missing, par exemple, il continue à faire une carrière en Amérique. Il y a une semaine, il y a une sorte de... Les 20 ans de Missing à New York, il y a une soirée comme ça très importante où on m'a donné un prix. Et puis, il y a une semaine, il est passé aussi à Los Angeles, à la Guilde des metteurs en scène. Je veux dire que le film est très présent toujours aux États-Unis, oui. Parce que c'est quelque chose qui les touche de près. Et aussi, c'est parce que des films, tous les deux, ce sont des films complètement différents de ce que font les Américains. Je travaillais avec, je sais pas moi, avec John Travolta, avec Dustin Hoffman, avec Romy Schneider, avec Jessica Lange. J'ai eu la chance de travailler avec des grands acteurs. Une bonne expérience, spécialement. Oui, mais c'est des acteurs de qualité. Il est vrai que je ne pense pas que je pourrais travailler avec quelqu'un comme Schwarzenegger, par exemple. Je ne pense pas que moi je l'intéresserais et lui ne m'intéresserait pas non plus. Par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce que je fais. Je pense que les relations avec les acteurs, c'est une sorte de communauté d'idées aussi. C'est une sorte de penser plus ou moins la même chose, ou être proche de certaines idées de base sur la qualité des œuvres, sur la justice, sur l'amour du cinéma, disons, pas l'amour exclusivement de l'argent, mais essentiellement. Je crois que je travaille avec des acteurs qui étaient prêts à servir l'histoire du film, plutôt que le film, l'histoire les serve à eux, serve leur personnalité, voilà. Vous avez eu des mauvaises expériences, des acteurs qui n'ont pas été décidés à servir le film? Non, parce qu'on le voit avant de prendre des accords avec eux. Ça dépend beaucoup du directeur, non? Ça dépend du directeur, ça dépend aussi des choix. Vous savez, avant de choisir un acteur, on voit beaucoup d'acteurs, on discute avec eux, on s'aperçoit que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. J'ai rencontré des acteurs à Los Angeles qui m'ont dit on veut beaucoup travailler avec vous. Et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que non, on ne pouvait jamais travailler bien ensemble. On a la sensation que le directeur de cinéma
qui ont eu une vie si riche comme la tienne, ont beaucoup d'anecdotes, non? Le film est toujours une production d'anecdotes. Oui, oui. Non, oui, le film, forcément, on crée pour quelques semaines une société tout à fait autonome qui vit complètement enfermée sur un problème, sur l'histoire. Et évidemment, il y a des caractères de tout type et il se crée toujours des anecdotes. Racontez-moi une. Je n'ai rien de particulier en tête, je ne sais pas, c'est une. Je pense jamais aux anecdotes pour vous dire la vérité. Pour moi, c'est tellement secondaire. Les anecdotes, c'est l'essentiel, c'est les relations, c'est les films, c'est les... Déjà, c'est l'anecdote essentielle. Oui, vraiment. Oui, Oui, vraiment. Oui.